J'ai l'impression d'avoir toujours eu mon libre arbitre, d'avoir fait les choix que j'ai faits de façon consciente, volontaire. Je me définis d'abord comme quelqu'un de très engagé plutôt que quelqu'un qu'on aurait mis au service de quelque chose. Ahmed, Mama. Enfin, je veux dire, j'en ai une, mais en l'occurrence, je connais pas le numéro. Ben justement, je revendique une espèce de mélange, de métissage absolu. Je pense qu'on est tout ce qui nous compose, c'est-à-dire une succession d'expériences. Et donc, mon expérience, elle est d'être née au Maroc et de vivre en France. Et donc, je suis les deux à la fois. Bonne question. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le vis. Franchement, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été le jouet de je ne sais quelle machination. J'ai l'impression d'avoir toujours eu mon libre arbitre, d'avoir fait les choix que j'ai faits de façon consciente, volontaire. Je me définis d'abord comme quelqu'un de très engagé plutôt que quelqu'un qu'on aurait mis au service de quelque chose, vous voyez. Alors, il est arrivé qu'on me nomme ministre, par exemple, c'est vrai. Mais c'est pas comme si on était venu me chercher dans un endroit où je n'avais fait preuve d'aucun engagement ou aucune volonté de contribuer à l'intérêt général. Donc en fait, à la base, c'est quand même toujours moi qui déclenche les choses. Dans tous les pays, cette question de réforme de l'éducation, elle est à la fois absolument indispensable et très complexe. C'est vrai que dans ce livre, il n'y a pas qu'une dimension autobiographique, il y a aussi des réflexions sur ce que doit être l'éducation et sur ce principe simple qui me tient à cœur, que tout enfant est éducable. Une réforme de l'éducation, quelle qu'elle soit, elle est à la fois confrontée aux défis nouveaux comme l'IA par exemple, mais elle doit être surtout toujours tournée vers finalement les usagers de l'école que sont les élèves. Ça nécessite des politiques publiques qui soient attentives à tous les élèves. Avant 3 ans, on a une démonstration claire de la science et de la recherche sur le fait que ça atrophie les capacités cognitives, les capacités qu'on appelle sensorimotrices, pardon, et que tout cela est irréversible. Alors après, quand les enfants deviennent un peu plus grands, et notamment lorsqu'ils atteignent l'âge de la préadolescence, le grand problème auquel sont confrontés les parents, c'est que les enfants leur disent, mais tous mes copains ont un téléphone, pourquoi je n'en aurais pas? Donc c'est la question de la norme sociale. C'est pour ça que moi je suis favorable aux législations qui réglementent et qui interdisent l'accès notamment aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, par exemple, comme ce qu'on essaye de faire en France, parce qu'il faut venir casser cette norme sociale. En fait, si la norme collective devient que ça n'est pas acceptable, ça n'est pas une bonne chose, alors les enfants n'auront plus cet argument-là et les familles pourront respirer un petit peu, parce que sinon, on est dans l'ère de la négociation permanente. Quand on dit il faut vraiment rationner l'usage des écrans par les enfants, on ne parle pas d'usage éducatif. Ce qu'il faut rationner, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire un usage complètement passif. C'est pour ça que moi, je suis, pour revenir à ce qui se passe dans les établissements scolaires, pour une règle simple qui est que on garde l'éducation au numérique, mais par contre, les élèves n'apportent pas leur téléphone portable avec eux en classe. Ce qui est intéressant dans cet écosystème, c'est que à la fin des fins, tout le monde se retrouve dans la situation et de recevoir sur son territoire des demandeurs d'asile et de devoir empêcher ces demandeurs d'asile d'arriver dans un autre territoire, y compris la France. Parce que finalement, ce que vous venez de décrire là, est-ce que un pays comme le Maroc est le gendarme de l'Europe? Cette question, je peux vous la poser. Est-ce que la France est le gendarme de la Grande-Bretagne? Parce qu'à Calais, c'est exactement ça qui se passe, puisque vous avez aussi des demandeurs d'asile qui sont sur le territoire français, mais qui
n'ont qu'une envie, qu'une volonté, qu'un projet, c'est de rejoindre l'Angleterre. Et qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre demande à la France, et elle paye la France aussi pour ça, hein, on est exactement dans la même situation miroir, de les retenir. Et donc, on a ces situations que nous, on dénonce, nous, chez France Terre d'Asile, et les associations, on dénonce très régulièrement, où vous allez avoir des gendarmes français qui vont crever les embarcations de fortune sur lesquels se déplacent ainsi les migrants qui cherchent à rejoindre l'Angleterre, etc. Enfin, je veux dire, rien n'est satisfaisant dans tout cela. Alors, il y a quand même quelque chose qui existe qui s'appelle le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Donc, il y a un travail qui est fait pour que la diaspora marocaine à l'étranger soit à la fois identifiée, associée, valorisée. Après, sur la dimension politique, je vous avoue que, en fait, moi, j'ai un principe que j'essaye de m'appliquer, mais c'est parce que je fais de la politique en France, c'est que je ne m'immisce pas dans la politique marocaine. Donc c'est soit l'un soit l'autre, et j'essaie oui, de concentrer mon engagement politique sur ce qui se fait ici. Et de manière générale, j'ai envie de dire que mon conseil, ce serait aux gens qui sont installés dans d'autres pays, ils y sont installés, ils y ont leur vie, de peut-être prioriser un engagement politique dans le pays dans lequel ils sont installés. Ma vision, c'est plutôt que, il y a un véritable intérêt de ce pays pour les membres de sa diaspora installés ailleurs. Euh, enfin, moi, j'ai eu la chance, par exemple, de présider récemment le jury des Marocains du monde qui avait vocation justement à valoriser, à récompenser, à célébrer des gens qui sont ailleurs et qui ont magnifiquement réussi dans tous les secteurs économiques, culturels, sportifs, etc. Et je trouve que ce type de célébration en dit long sur un lien qui n'est pas rompu. Donc voilà, il faut quand même apprécier ce qui est positif.